Bonjour et bienvenue dans ce webinaire proposé par la SFNCM. Donc, il sera animé par le professeur Deschlottes, qui est président de la SFNCM, le professeur Francis Cajoli, président du comité scientifique, le professeur Ronan Thibault, président du comité éducationnel et de pratique clinique, et le professeur Stéphane Schneider, président du comité de nutrition artificielle à domicile, et vice-président de la SFNCM. Donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions à la fin des présentations et je les relayerai à l'oral aux orateurs. Donc, professeur Deschlottes, vous avez la parole. Merci Aurore, bonjour à tous, merci de vous être inscrits si nombreux. Nous sommes tous, je crois, bien conscients de l'ampleur du phénomène auquel nous devons faire face et nous avons tout particulièrement, face à ces chiffres clés de Santé publique France, une attention particulière pour nos collègues soignants, pour toutes les familles et tous les amis qui sont éprouvés par cette épidémie. Et nous essayons, comme vous le voyez, avec la SFNCM, de faire face à notre façon, c'est-à-dire en nourrissant mieux l'homme malade et en vous proposant quelques supports d'aide dans cette prise en charge. C'est dans ce contexte qu'il y a une quinzaine de jours, nous avons très rapidement établi avec un groupe d'experts 2 documents qui ont été diffusés à l'époque. Le premier sur une stratégie un peu générale de prise en charge nutritionnelle à l'hôpital. Cet article vient d'être maintenant mis en ligne sur nutrition clinique et métabolisme. Et un deuxième document piloté par Stéphane Schneider, cette fois, qui a plus trait à la prise en charge des patients en nutrition artificielle à domicile. Et bien sûr, il nous est vite apparu qu'il était nécessaire d'aller un petit peu plus loin par rapport à ces documents rédactionnels et de vous proposer des outils plus pratiques. Et donc, dans un délai record et encore, les diapositives sont toutes chaudes, si je puis dire, nous avons sollicité une centaine de collègues de la SFNCM pour écrire et relire des fiches, une vingtaine de fiches pratiques que nous allons vous présenter brièvement maintenant. Alors, ces fiches sont réparties en 2 paquets. Il y a un paquet de 16 fiches pour les patients Covid eux-mêmes. Les 2 premières ont trait à l'évaluation et à l'alimentation enrichie. Ensuite, Francis Cajoli nous dira que faire en unité Covid avec 5 fiches. C'est Ronan Thibault qui nous présentera ensuite les fiches F8 et F9 sur réa et post-réa. Nous continuerons ensuite dans le parcours du patient en unité post-Covid, en SSR ou à domicile avec différentes fiches, avant de donner quelques éclairages sur les spécificités dans le domaine de la pédiatrie et de la gériatrie. Et après ces 16 fiches, il y aura 6 autres fiches pour les autres patients. Sans plus tarder, allons maintenant donc avec les PDF sur la fiche numéro 1, l'évaluation. Donc voilà la première fiche sur l'évaluation nutritionnelle qui nous rappelle, donc basée sur les critères HAS pour les moins de 70 ans et pour les plus de 70 ans, nous avons ainsi les seuils de perte de poids et les paramètres fonctionnels, sachant que bien sûr la prise alimentaire sera souvent un paramètre que nous aurons la possibilité d'évaluer, même si le patient ne peut pas être pesé. Donc après cette étape d'évaluation, nous avons proposé d'envisager assez systématiquement une alimentation enrichie pour ces patients. Et donc, c'est l'objet de la fiche 2 que vous voyez maintenant apparaître. Cette fiche 2 nous explique comment assez simplement nous pouvons envisager d'adapter les repas aux capacités et envies du patient, bien sûr en allant vers de l'hypercalorique, de l'hyperprotidique, en adaptant aussi l'offre en fonction de la consommation réelle du plateau repas, en utilisant l'échelle donc de consommation alimentaire, le CEFI, ou échelle de prise alimentaire, et enfin, bien sûr, en réévaluant régulièrement avec l'aide des diététiciens la consommation alimentaire réelle, de façon à ne pas tarder à ajouter des compléments nutritionnels, voire à passer à l'étape suivante et à discuter d'une nutrition entérale ou parentérale, si la prise alimentaire en elle-même s'avérait insuffisante. Voilà donc ces 2 premières étapes, évaluation initiale, enrichissement autant qu'il est possible dans des unités non spécialisées. Et je vais maintenant passer la parole à Francis Cajoli pour la 3e fiche qui va nous permettre de parcourir un certain nombre de prises en charge au sein de l'unité Covid. Francisca.
Oui, je voulais préciser en fait que dans les unités Covid, très souvent, c'est des unités qui ont été ouvertes de manière spécifique dans des services avec du personnel qui n'est pas du tout habitué à prendre en charge parfois des malades de médecine, c'est souvent des services de chirurgie qui ont été largement ouverts pour ces unités Covid. Donc, on manquait de ressources en fait en termes de personnel qui n'est pas forcément habitué à ce type de patient, et on a des contraintes de ressources, de matériel qui peuvent expliquer aussi que parfois c'est compliqué de prendre en charge les patients de manière correcte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en pratique, on voit que ces patients s'alimentent très peu pour la grande majorité des cas, et donc ils sont à très haut risque de présenter un syndrome de renutrition si on les prend en charge. C'est pour ça que cette partie est essentielle, puisqu'on voit que, franchement, dans les malades de médecine, c'est-à-dire hors réanimation, je dirais qu'une grande partie des patients vont s'alimenter peu ou très peu. Et donc, vous pouvez voir ici de manière en fait très simple comment on peut voir à partir de ce que les patients mangent. Donc, il faut essayer de mettre en place justement dans ces unités une évaluation des ingestats qui peut être faite de manière toute simple sans forcément qu'il y ait de beaucoup d'entrées et de sorties de soignants qui rentrent dans la chambre des patients. Donc, il faut mettre en place comment on peut évaluer les ingestats de manière simple. Et on va voir donc s'ils sont à haut risque de syndrome de renutrition inappropriée. On va faire évidemment un bilan biologique spécifique avant la renutrition. Et vous avez ici des propositions de supplémentation intraveineuse ou péros selon que le patient ou pas soit perfusé. Il faudra surtout pas oublier évidemment les patients post-réanimation qui ceux-là très probablement seront dénutris et donc à très haut risque. Et là, vous avez ici un schéma du protocole de supplémentation, avec une prise en charge, une augmentation progressive de la nutrition, mais surtout sans oublier évidemment de réaliser des bilans biologiques de surveillance et une correction des troubles ioniques si ils apparaissent. Et vraiment, ce que je voulais vous dire comme message, c'est que ces patients, ils sont pas dans des unités habituelles. Donc, si on protocolise pas, on va pas faire correctement les choses. Moi, je suis dans une unité Covid avec des internes de chirurgie. Donc, il faut vraiment qu'on protocolise au maximum pour que ce soit fait correctement. Merci Francisca. La fiche suivante, voilà, c'est la fiche de procédure de pose de sonde de nutrition entérale. Alors, donc ça, c'est un sujet qui n'est pas si simple, puisque évidemment, ces malades, a priori, s'ils ont besoin d'une nutrition artificielle, de première intention, ils devraient avoir besoin d'une nutrition entérale. Mais là, on est dans une situation très particulière de patients qui, très souvent, s'ils sont hospitalisés, c'est qu'ils sont oxygénodépendants. Et donc, à juste titre, les soignants peuvent se poser la question de est-ce qu'il y a des procédures particulières? Est-ce qu'il faut faire des choses particulières? Donc, c'est vraiment des protocoles qu'il va falloir bien mettre en place. Et moi, j'ai envie de vous dire comme message qu'il y a peut-être deux typologies de patients. Il y a les patients qui sont très oxygénodépendants hors réanimation et qui sont instables, qui peuvent avoir besoin d'oxygène à masque haute concentration. Donc, on doit vraiment se poser la question de comment on réalise cette nutrition entérale. Est-ce que c'est vraiment faisable ou pas? Et pour la pose de sonde, je ne sais pas si on peut voir J'envoie la diapositive, mais il faut le temps qu'elle arrive. Parce que... alors, évidemment, pour la pose, il faut tenir compte du fait que le patient est possiblement contaminant. Et donc, il faut avoir des mesures spécifiques pour la pose de la sonde. Alors, nous, en ce moment, à la PHP, on a des discussions, pour vous donner un exemple des difficultés, concernant la protection du soignant. Faut-il qu'il mette un masque FFP2?
les recommandations de la PHP sont que la pose de sonde dentérale n'est pas un geste considéré comme nécessitant la pose d'un masque FFP2. Ce qui, à mon sens, n'est pas correct puisque ça reste un geste à risque. Mais voilà, c'est pour vous montrer aussi la difficulté qu'on peut avoir en tant que soignant. Qu'est-ce qu'on conseille à nos soignants en termes de recommandations pour se protéger? Donc moi, je pense que il serait satisfaisant que les soignants utilisent des masques FFP2 si le patient est Covid+, notamment s'il tousse, et puisque c'est une procédure à risque d'aérosolisation. Mais je vous dis, les recommandations à la PHP ne vont pas dans ce sens. Après, pour le matériel, donc je dirais qu'on doit faire comme on fait habituellement, et il faut une fixation qui soit correcte pour que cette sonde puisse être placée correctement. Et comme vous voyez ici, les précautions de soins, il est marqué ici utilisation du masque FFP2. Donc nous, il va falloir qu'on convainque notre APHP adoré d'accepter ces recommandations puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour ce qui est du contrôle radiologique, ça c'est aussi une difficulté qu'on peut avoir dans les unités Covid puisqu'on essaye de ne pas faire se déplacer les patients. Donc, il peut être intéressant de travailler sur le fait que la radio se fasse au lit avec un dispositif qui fait que ça se déplace dans toutes les unités Covid. Donc, nous, on fait actuellement les radios sur les unités Covid. Donc, on fait se déplacer les manips radio avec un appareil pour que les radios puissent se faire au lit. Donc, ça, c'est des choses auxquelles il faut bien réfléchir avant de poser, avant de se dire on va faire de l'entéral chez ces patients. La fiche 5 maintenant doit être la prescription de la nutrition entérale, donc toujours hors réanimation, avec une sonde nasogastrique qu'on aura donc posée avec toutes les précautions dont on a parlé tout à l'heure. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est des patients qui, globalement, faut les considérer de toute façon à haut risque de syndrome de renutrition. Donc, on va faire une augmentation progressive et on va essayer de évaluer quand même, d'avoir un objectif en fait calorique en fonction d'une évaluation des ingestats qui aura pu être fait au préalable de manière très simple, en utilisant par exemple l'échelle visuelle, où on pourra ainsi se dire est-ce que le malade mange finalement vraiment très peu ou il mange encore un peu suffisamment. Donc on peut comme ça partir sur des objectifs caloriques qui seront différents et surtout en faisant une augmentation progressive. Maintenant, je voudrais faire une remarque sur ces patients. Certains de ces patients ont des formes digestives au premier plan. Certains peuvent avoir des nausées, certains peuvent avoir de la diarrhée de manière importante. Donc, il faudra aussi tenir en compte de la tolérance digestive chez ces patients qui peuvent avoir, on voit chez des personnes très âgées, des formes digestives vraiment importantes et finalement pas trop de troubles respiratoires. Donc, on devra évaluer la tolérance aussi digestive chez ces patients. De la même manière, on a du fait qu'il y ait beaucoup de personnes âgées, certains peuvent avoir de l'agitation ou de la confusion qui peut apparaître ou s'aggraver. Donc, il va falloir tenir compte aussi finalement de l'état neurologique du patient et éviter, par exemple, de faire une nutrition entérale nocturne chez certains de ces patients. Donc là, ici, vous avez évidemment un exemple de photo avec une bonne attache au niveau de la nutrition entérale, sachant que souvent, ces patients, en plus, ils ont des lunettes à oxygène ou certains peuvent avoir un masque. Donc, il va falloir trouver parfois des astuces pour pouvoir réaliser cette entérale alors qu'on a éventuellement un besoin en oxygène. Donc, il y aura une annexe justement montrant qu'il est possible de faire de la nutrition entérale avec des lunettes ou voire même avec un masque le cas échéant. On va passer à la fiche 6. Donc, on va parler de parentéral périphérique. Alors, ça peut paraître comme ça un peu incroyable que
on parle de parentéral périphérique alors que pendant longtemps, on a dit que dans la majorité des cas, en fait, il n'y avait pas vraiment d'indication. Mais en fait, on se rend compte que dans la vie réelle, il se peut qu'un patient puisse avoir besoin d'un support nutritionnel sans que l'entéral soit vraiment possible chez des patients qui peuvent qui peuvent être en salle avec une oxygénodépendance importante, une forme d'instabilité aussi. On voit que c'est des malades qui peuvent avoir besoin de 4 litres d'oxygène le matin et 10 litres le soir au masque à haute concentration. Et donc là, l'entéral, ça peut être parfois compliqué. Donc après, si on fait de la parentérale périphérique, il va falloir évidemment tenir compte du réseau veineux, de faire attention au fait que finalement la parentérale périphérique apporte vraiment un apport calorique très modeste par rapport au volume. Donc, il faudra faire attention à ça et aussi au fait que c'est des patients qui sont très souvent polypathologiques, éventuellement avec des comorbidités importantes. Donc, la parentérale chez ces patients peut être compliquée. Et donc, il faudra tenir compte du risque de surcharge hydrique ou hydrosodée chez un patient qui a une insuffisance cardiaque. Et vraiment, si le malade a besoin d'une nutrition artificielle qui dure avec un apport calorique qui est important, la parentérale périphérique ne pourra pas forcément durer longtemps et il faudra se poser la question dans ce cadre-là si est-ce qu'il est nécessaire faire d'une parentérale sur voie veineuse centrale. Quoi qu'il arrive, ne pas oublier encore le syndrome de renutrition inappropriée et surtout ne pas oublier, si on fait de la parentérale, d'ajouter les vitamines et les oligo-éléments puisque ces poches n'en contiennent pas. Merci. Donc, nous allons passer à la fiche 7. Voilà. La nutrition parentérale hors réanimation, et je dirais pour ces patients-là, elle va rester vraiment anecdotique. Sauf si c'était une parentérale qui était peut-être déjà nécessaire au préalable. Il se peut qu'on ait des patients avec parentérale qui se retrouvent dans une situation de nécessité d'être dans une unité Covid. Mais en tout cas, la nutrition parentérale sur voie veineuse centrale devra tenir compte, évidemment, on va tenir compte de l'indication, de la complexité de cette parentérale puisque c'est un apport hydroélectrolytique important. Il faudra ajouter les vitamines et les oligo-éléments, débuter progressivement pour éviter le syndrome de renutrition inappropriée. Et attention, beaucoup de ces patients sont obèses, diabétiques. Donc, ça veut dire qu'il faudra être très attentif à surveiller les glycémies chez ces patients. Beaucoup de protocoles utilisent des corticoïdes dans le traitement en fait de cette maladie. Donc, on voit des diabètes décompensés. Donc, si on rajoute de la parentérale, je peux vous dire que c'est des patients qui seront à haut risque de décompenser un diabète. Donc, vraiment une surveillance très rigoureuse si vous faites de la parentérale chez ces patients. Les items de surveillance classiques. Voilà, avec évidemment la surveillance des bilans et comme c'est noté ici, vraiment les glycémies, ne pas oublier, et le bilan du syndrome de renutrition inappropriée. Voilà, donc nous allons effectivement passer maintenant à la 8 et c'est Ronan qui prend le relais. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, en réanimation, la règle numéro 1 est finalement, vous verrez, des recommandations qui sont assez proches de ce qu'on fait chez le patient non Covid-19. Donc on va vous montrer un arbre décisionnel. Donc évidemment, la priorité, si on pense à nos patients, qu'ils soient intubés ou non d'ailleurs, c'est d'essayer de privilégier avant tout la nutrition entérale et potentiellement l'alimentation orale, mais on verra tout à l'heure peut-être lors des questions que ça pose des difficultés. Il y a des spécificités aux patients Covid-19, c'est là-dessus que j'aimerais insister, notamment la calorimétrie indirecte, vous savez, qui est la méthode normalement recommandée pour estimer les besoins énergétiques du patient de réanimation. Cette méthode ne peut être utilisée en réanimation chez le patient Covid-19 car il y a un risque quand même important de contamination
les fabricants de calorimètres ne garantissent pas la désinfection complète des appareils. Donc, il faut, pour nous, éviter la calorimétrie indirecte et donc utiliser les formules prédictives que vous connaissez. Vous verrez les objectifs donc, sur la fiche sont à 25 kilocalories par kilo par jour. Il faudra, comme Francisca l'a bien expliqué, augmenter progressivement. Bien évidemment, attention au syndrome de renutrition inappropriée, qui est souvent méconnu des réanimateurs. On a beaucoup de réanimateurs qui nous disent que ça arrive jamais en réanimation. Or, on sait que ça arrive en réanimation. Donc, j'y pense notamment pour les patients qui n'auraient pas été nourris avant et qui arrivent directement du domicile en réanimation. Il faut penser aussi à prévenir le syndrome de renutrition inappropriée, comme on l'a déjà vu. Il y a aussi la particularité du patient Covid-19, c'est le décubitus ventral, qui peut être difficile, une situation difficile pour optimiser la nutrition entérale. Et comme l'a expliqué Francisca tout à l'heure, on peut chez ces patients-là peut-être être amené à utiliser plus souvent que chez les autres patients de réanimation la nutrition parentérale complémentaire, voire exclusive. Vous voyez en bas à droite de la diapositive. On a aussi beaucoup discuté entre experts sur l'hypoxémie, qui peut aussi être un obstacle à l'optimisation de la nutrition entérale. Et puis, on a voulu focaliser aussi sur le post-extubation. Vous savez que c'est une situation à risque nutritionnel, puisque trop souvent, les patients sont extubés. On enlève la nutrition entérale alors que les ingestats sont quasi nuls. Le patient mange un yaourt, une compote, et le réanimateur considère que comme il peut manger, c'est bon, on enlève la nutrition entérale, on enlève la sonde nasogastrique. Donc, il faut quand même faire attention. Ces patients sont à haut risque d'être tout pris d'une nutrition qui est difficile à optimiser à la phase aiguë de la maladie. Donc, bien évaluer l'état nutritionnel. C'est une situation, on va en parler après avec Stéphane, mais de récupération, où là, on est en situation d'anabolisme et il faut optimiser la nutrition chez ces patients. Alors, on peut aussi être amené, c'est ce que l'ESPEN avait préconisé, à utiliser de la nutrition parentérale, même périphérique, même temporaire chez ces patients, si on doit faire de la rééducation à la déglutition, qui dans certains cas peut être gêné par la présence d'une sonde nasogastrique. Voilà, en gros, puis n'oubliez pas l'activité physique chez ces patients qui doit faire partie de tout traitement nutritionnel, mobilisation passive au lit, dans les mesures du possible par rapport à l'accès restreint des patients, mais justement cette phase de récupération est l'occasion de remettre en place une activité physique adaptée à la situation. Nous passons à la post-réanimation avec la fiche F9. Alors, le post-réanimation, globalement, c'est assez proche de ce que je viens de vous expliquer pour le post-extubation. Ça va être une situation d'anabolisme où il va falloir optimiser la récupération du patient, faire une évaluation de l'état nutritionnel, parce que comme l'ont déjà dit Pierre et Francisca, le patient Covid-19 est un patient difficile à évaluer sur le plan nutritionnel à l'admission, et notamment, souvent, on n'a pas un poids mesuré. Donc, le post-réa ou le SSR va être l'occasion de réaliser cette évaluation nutritionnelle avec un poids mesuré et bien sûr aussi d'évaluer les troubles de déglutition si ça n'a pas été fait en réanimation au moment de l'extubation et bien sûr de donner des textures adaptées si le patient en a besoin. Alors, on n'a pas, peut-être un mot là, je vois par rapport à l'adaptation des besoins énergétiques chez l'obèse. On propose d'utiliser le poids ajusté. Alors, j'ai vu tout à l'heure que dans une des fiches, il était mentionné le poids pour un BMI à 25. Alors, c'est aussi une autre façon de faire. Mais vous avez ici une formule donc, de poids ajusté chez l'obèse qui est la formule recommandée pour estimer les besoins énergétiques et protéiques chez les patients obèses. Et on sait qu'il y a plus de formes graves chez l'obèse et il y a à peu près 60% des patients Covid qui sont avec des formes graves en surpoids ou obèses. Donc, je pense que cette formule va vous être très utile. Et puis, bien sûr, la prévention du syndrome de renutrition que vous trouvez partout. Surveiller la prise alimentaire, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais cette situation est plus propice à le faire. Donc, c'est un message important. Si ça n'a pas été fait avant, même si ça a été fait avant, il faut le refaire absolument à la sortie de réanimation. D'accord, très bien. On va passer. Merci Ronan. Donc, c'est maintenant Stéphane qui va nous parler des fiches 10 et 11, donc au décours de la phase aiguë.
donc en unité post-Covid et éventuellement en SSR, puis au moment du retour à domicile. Merci Pierre, bonjour à tous. Bon, je vais pas vous donner des éléments totalement discordants à ce que mes amis viennent de dire avant moi, heureusement. Mais c'est vrai que commencer par dire que on a tellement répété, ce qui est vrai, que les personnes en surpoids et obèses faisaient des formes plus graves de la maladie, qu'il n'y a eu absolument aucun focus sur la dénutrition et que tous les systèmes de recueil aujourd'hui demandent la taille et le poids, mais jamais le poids de forme. Et en fait, on se rend compte que dès que le patient est en contact avec le virus, il commence à maigrir. Même ceux qui restent à domicile, souvent agosiques, anosmiques, perdent du poids. Et évidemment, plus le malade va être grave, plus la dénutrition va être sévère. Et mes collègues réanimateurs me disaient, on ne comprend pas, on nourrit les patients et ils perdent 5, 10, 15 kilos pendant ces jours en réa, quoi qu'on fasse. Donc tout ça pour vous dire que plus on va progresser, plus le malade va être dénutri s'il n'y a pas eu d'intervention, même s'il y a eu des interventions. Mais quand on arrive à ce stade d'unité post-Covid, des unités de réadaptation comme il commence à se monter, il peut y avoir une différence, surtout si le malade sort de réa, à savoir, les réanimateurs estiment qu'en sortir de réa, le malade est a priori plus contagieux. C'est une chose à préciser, à définir, mais ce qui sous-entend, c'est plus facile de s'en occuper. Alors pour ce qui est de la nutrition, bon, on va repérer évidemment les dénutris, on va de nouveau, ou alors pour la première fois, si ça n'a pas été fait avant, ce qui malheureusement est souvent la règle, évaluer la personne, aussi bien sur son poids que sur sa fonctionnalité si possible. Les forces musculaires, l'exemple de la force musculaire était donné. Enfin, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on part sur une base, on va augmenter les apports, 30-35 calories par kilo et par jour. À ce moment-là, on monte, on prend évidemment en compte les stats. Et en fait, ça va retrouver l'arbre décisionnel de la SFNCM en fonction de l'état nutritionnel et des capacités d'alimentation. On va aller, parce que certains malades ne relèveront que de ça, de l'alimentation enrichie de la complémentation nutritionnelle orale, jusqu'à la poursuite ou le début d'une nutrition artificielle en règle entérale, évidemment. Autre chose fondamentale et qui est rendue plus facile par le fait qu'un certain nombre de ces malades n'est plus contagieux, c'est la rééducation, la réadaptation. Et donc, c'est majeur d'avoir des kinés, d'une part, et des enseignants à pas de l'autre. Les deux sont totalement complémentaires et je pense que les kinés ont surtout un rôle pour la rééducation respiratoire. Hein, rappelez-vous que ces poumons pleins d'images en verre dépoli, ce sont des petits poumons qui ont énormément de mal à s'expandre. Donc, on part sur des mois et des mois de rééducation respiratoire, mais il faut en profiter en même temps pour avoir une réadaptation, rééducation à la marche, un entraînement physique contre résistance, et ainsi de suite. Donc, cet aspect renforcement musculaire est important. Et bien évidemment, l'aspect support psychologique qui va avec et qui va aussi jouer bien sûr sur les ingestats. Alors, de ces unités post-Covid, les patients vont partir à domicile, on l'espère, et c'est à préparer. Mais certains vont devoir partir en SSR et il est important que les soins de suite et de réadaptation puissent continuer le support nutritionnel en même temps que la rééducation. Nous allons passer à la fiche 11. Quelles sont les particularités de la nutrition artificielle à domicile en post-Covid? L'idée, là encore, c'est la contagiosité, à savoir que le malade qui sort de réa, qui a passé 2, 3, 4 semaines à l'hôpital, a priori n'est plus contagieux. Le malade qui serait passé quelques jours en unité Covid hors réa, lui, par contre, est potentiellement encore contagieux, ce qui va nécessiter évidemment des adaptations de précautions. En fait, il y a guère de particularité en dehors des précautions à prendre. Ce qui est important, donc on va poursuivre la nutrition entérale. Si on l'a débuté, on se posera la question du remplacement de la sonde, de la pose une gastrostomie. Et beaucoup, vu les neuropathies post-réa, beaucoup ont besoin d'une ANE prolongée par gastrostomie.
On n'est pas pressé, on peut attendre. Hein. On espère que la question de la gastrostomie se posera en phase de déconfinement. Chose importante en parentéral, évidemment, mais aussi en entéral, c'est le port du masque chirurgical systématique pendant tous les gestes et évidemment FFP2 si le malade est encore contagieux. Il y a quand même des messages sur la nutrition orale parce qu'on a des patients qui sont encore agueusiques anosmiques et donc il y a plein de petits conseils qu'on peut donner sur des goûts plus prononcés, sur le recours à des épices, sur le rinçage de la bouche et également sur des compléments nutritionnels oraux à goût prononcé, hein, en particulier certains qui ont été développés pour la dysgeusie du cancer. Il faut continuer l'activité physique. C'est pas la peine d'avoir du matériel pour le faire. Il y a des applications disponibles qui permettent d'avoir des conseils en cas de confinement et qui sont tout à fait pertinentes. Donc, on rappelle les particularités pour les aidants professionnels qui sont qui, en cas de malade contagieux, doivent être habillés en cosmonaute comme dans les unités de soins, avec la charlotte, le masque, les lunettes ou la visière, les gants, la surblouse, le tablier éventuellement. Il y a aussi des précautions à prendre pour un malade encore contagieux pour l'entourage familial, c'est-à-dire il faut garder la distanciation sociale et les mesures barrières. Il faut avoir des assiettes, des tasses, des verres et des couverts distincts. Et de principe, on recommande la désinfection des toilettes de l'eau de Javel puisque vous savez qu'on retrouve l'ARN viral dans les stèles. Donc, de principe, on désinfecte après être à l'eau de toilette. Le suivi est évidemment fondamental et il faut louer, et ça, on le dit tous depuis le début, tous les systèmes de télésuivi, sachant que le téléphone tout simple est aussi très valable. Mais tous ces systèmes de vidéoconsultation sont extrêmement utiles et doivent permettre de suivre ces malades de plus près, évidemment avec l'aide du prestataire qui va nous faire des retours réguliers. Et voilà pour la 11. Merci, je vais reprendre la main pour la 12. Voilà, et donc effectivement, il s'agit de réévaluer à distance parce que ces patients, on sait qu'ils vont sortir très éprouvés de la réanimation ou même simplement d'une hospitalisation classique. Et même ceux qui sont restés à domicile sont souvent très asthéniques, amaigris, affaiblis. Et donc, il est important de pouvoir mettre en place un suivi minimum de façon à essayer d'avoir quelques points de repère sur le devenir de ces patients. Et c'est donc l'intérêt de la fiche 12, donc de réévaluer à distance, parce que ce sont souvent des patients d'ailleurs qu'il va falloir réévaluer dans un premier temps par téléphone, avant de pouvoir éventuellement les voir en direct. C'est pour ça qu'on vous propose un certain nombre d'items sur, bien sûr, l'état nutritionnel, sur la prise alimentaire, et puis éventuellement des choses un petit peu plus précises lorsqu'on reverra le patient à J30, soit en consultation hospitalière, soit auprès du médecin traitant, d'une diététicienne libérale. Enfin, toutes les bonnes volontés sont bonnes et bienvenues pour réévaluer ces patients, je dirais, 1 mois après la sortie. C'est aussi un délai que les infectiologues considèrent comme important pour voir le devenir de l'infection elle-même. Et donc, le groupe qui a travaillé sur cette fiche vous propose ce tableau assez pragmatique avec quelques items, bien sûr un peu plus d'items chez le patient dénutri que chez le non dénutri dès J10. S'intéresse également à la qualité de vie, à l'intensité de la dyspnée. Il existe pour cela les classes de dyspnée de l'Académie de cardiologie qui sont valables également dans le domaine des dyspnées post-infectieuses respiratoires. Et vous voyez, à J20, on refait un petit point au téléphone. Et idéalement, à J30, nous pensons qu'il serait intéressant de voir ces patients en consultation, voire même en bilan d'hôpital de jour, selon les ressources dont on dispose. Et là, vous voyez, on peut se permettre, selon ce qu'on a à disposition, de faire un peu plus d'évaluation fonctionnelle, un peu de compo corporel d'une façon ou d'une autre, en tout cas de la fonction musculaire, ne serait-ce que du hand grip ou du lever de chaise, de la vitesse de marche, toutes ces choses relativement simples à faire. Et puis, bien sûr, surveiller la qualité de vie, l'albuminémie, de façon à voir chez quel patient il faut intensifier la prise en charge multimodale au décours de l'épisode aigu. Voilà, donc on va passer à la 13 et à
et à la 14, qui sont des outils que Stéphane va pouvoir commenter, qui sont surtout destinés donc à nos collègues s'occupant de pédiatrie ou de gériatrie. Donc, il y a beaucoup d'informations. On va juste donner quelques messages. Bien sûr. Alors, pour ce qui est de l'enfant, bon, vous savez, au tout début, on nous a annoncé que les enfants étaient vecteurs, mais n'étaient jamais malades. On a vu malheureusement différents exemples, mais finalement qui se comptent a priori sur le doigt de la main d'atteintes sévères réanimatoires des enfants. Mais en tout cas, c'est très rare. Il y a guère de spécificité. Je pense qu'il faut citer une chose qui est que, de manière globale, en dehors de la réa, l'allaitement n'est absolument pas contre-indiqué. En cas de Covid-19. Hein, donc ça, c'est une chose importante. Pour ce qui est d'évaluation d'état nutritionnel, vous savez, alors le problème se poserait dans les mêmes conditions que chez l'adulte, à savoir difficile à obtenir, mais avec des critères HAS récents qui sont beaucoup plus simples. Et donc, on vous cite, si jamais vous étiez amené à prendre en charge un enfant en réanimation, il y a des ABAC, il y a des en termes d'apport énergétique et protéique. Là aussi, comme Ronan le précisait, en contre-indiquant la calorimétrie. Voilà, donc je pense qu'il y a pas, bon, il y a quelque chose de très complet hein, qui va d'alimentation orale à privilégier, de son enrichissement, à la nutrition entérale. Attention aux risques, comme le précisait Francisca. C'est un geste qui est éminemment à risque. Et après, la nutrition parentérale, le cas échéant, si jamais on pouvait pas faire autrement. Alors, une fiche également nous a été préparée par des collègues pour attirer l'attention sur les problématiques donc des personnes âgées, qui représentent évidemment aussi quelques spécificités. En fait, à la limite, quelque part, bon, vous savez qu'on dit bien que finalement une majorité de personnes admises en réanimation même, est âgée de moins de 65 ans, même si de manière quasi évidente, le risque vital est plus élevé chez les personnes âgées. Mais disons qu'au bout du compte, en tout cas de manière aiguë, on constate une atteinte plus sévère. En particulier, vous savez que la personne âgée est définie par la faiblesse de ses réserves. Et parmi ces réserves faibles figure la sarcopénie liée à l'âge et qui évidemment va mettre la personne à un risque plus élevé en cas de survenue d'une infection. Donc, il y a une évaluation, bien évidemment, de l'état nutritionnel avec des critères qui restent aujourd'hui différents que les nouveaux critères chez l'adulte. J'en profite pour vous annoncer que la Haute Autorité de Santé vient de lancer les nouveaux critères, le travail sur les nouveaux critères de dénutrition de la personne âgée. Donc, on va adapter évidemment à ce qu'on a vu à chaque niveau de prise en charge, hein, aussi pour la personne âgée. Les grands rappels sont que, quel que soit le cas, les besoins protéiques sont plus élevés. Il est fréquent de devoir modifier la texture, même en dehors de dysphagie post-intubation, qui concerne beaucoup de malades. La personne âgée a souvent des problèmes de mastication, de déglutition, donc la modification de la texture sera importante. Prendre en compte l'état de fatigue, l'état d'épuisement de ces malades, qui fait qu'on va pouvoir être amené à favoriser même les finger foods. Et attention à l'apport hydrique. On recommande d'utiliser des produits de nutrition orale, entérale de plus en plus concentrés, mais il ne faut pas oublier qu'il faut couvrir les besoins hydriques et en particulier en cas de fièvre. Voilà. Donc, nous avons maintenant parcouru, je dirais, le premier paquet, donc effectivement, de fiches qui sont dédiées plus particulièrement à la prise en charge des patients infectés par le Covid. Mais dans ce contexte épidémique, il nous a paru important de ne pas oublier les autres patients, hein, parce que notamment la Haute Autorité de Santé nous a sollicité récemment pour lui faire des propositions dans le cadre de la continuité des soins dans les maladies chroniques, dans des infections plus ou moins sévères,
qui ont besoin d'un suivi nutritionnel poursuivi. Et c'est pour ça que ces 6 fiches ont été mises en avant dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, des maladies chroniques, de l'insuffisance intestinale, qui en est une variante. Il y a également donc, Stéphane nous reparlera des adaptations concernant la nutrition artificielle à domicile pour les autres patients. Et puis là encore, nous avons prévu 2 fiches pour présenter quelques spécificités pédiatriques et dans le domaine des publics vulnérables, comme on dit. Voici tout d'abord donc brièvement la fiche concernant les TCA et la continuité de la prise en charge dans le domaine des troubles du comportement alimentaire de différents types, anorexie, boulimie, hyperphagie. Et cette fiche donc, qui a été travaillée en multidisciplinaire, comme vous pouvez le voir, nous rappelle quelques bons principes de continuité des soins, au moins une téléconsultation à défaut de consultation physique pendant quelques temps, essayer de limiter au maximum les décompensations à domicile en travaillant à la fois sur le plan psy et sur le plan somatique, prévenir bien sûr le risque d'infection parce que ces patients atteints de TCA sont probablement plus à risque que la moyenne, soit les patients souffrant d'anorexie du fait de leur dénutrition, soit les patients hyperphages du fait de leur déséquilibre masse grasse, masse maigre. Et donc, dans tous ces cas, bien sûr, les patients ne doivent pas se sentir abandonnés et le maintien d'un contact, au moins par téléphone, permet de les orienter au mieux, d'éviter le passage dans les services d'urgence où il n'est pas souhaitable que des patients fragiles soient au contact de patients probablement atteints par le Covid. Et donc, vous verrez dans cette fiche également tout un argumentaire qui est très bien fait pour rappeler les raisons pour lesquelles cet arbre décisionnel est proposé. Et ce travail a été réalisé donc en partenariat avec la Fédération française anorexie boulimie. Et donc, nous allons pouvoir maintenant passer la parole pour la fiche 16 à Ronan, qui va reprendre un peu de service. Pour les malades chroniques, on a voulu faire de la même façon que pour les TCA, donc essayer d'indiquer une conduite à tenir. Donc, le point clé, alors, il y a 2 choses en fait. Soit vous avez un malade chronique qui a une pathologie chronique qui est suivi par un autre spécialiste que vous-même. Alors, en théorie, comme toujours, il faudrait que ce patient surveille son poids. Et puis, il y a la situation, vous avez un patient que vous suivez déjà pour une dénutrition chronique. Et là, on parle bien des patients qui ne sont pas en nutrition artificielle à domicile. Il y a eu des recommandations spécifiques éditées sous la houlette de Stéphane Schneider. Donc, l'idée, c'est que le patient surveille son poids à domicile et que s'il y a une perte de poids, il y ait un avis spécialisé auprès d'une équipe référente en nutrition qui soit mis en place, et notamment en lien avec, bien sûr, les critères d'aggravation d'une dénutrition selon les critères de l'HAS. Et vous avez à droite les critères d'urgence nutritionnelle, là en petit, en noir, les critères de dénutrition sévère, et puis un patient qui ne mangerait pas suffisamment. Et là, le cut-off a été mis à 3 sur 10 pour l'échelle verbale de la prise alimentaire. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui peut être, qui n'est pas validé, mais c'est une recommandation d'experts. Et donc, c'est crucial d'avoir cette évaluation du degré d'urgence nutritionnelle parce que, en fonction de ça, vous allez décider soit de maintenir un suivi à distance par téléconsultation en demandant au patient de continuer de se peser et d'adapter son alimentation orale. C'est là qu'une diététicienne peut éventuellement contacter aussi le patient par téléphone. Mais s'il y a une urgence nutritionnelle, là, il faut soit avoir le patient en consultation, soit l'hospitaliser, soit les deux. Et bien sûr, avant d'hospitaliser ou de faire venir le patient à l'hôpital, il est indispensable de définir s'il y a des facteurs de risque d'infection et de maladie Covid-19. Auquel cas, si vous avez un patient qui est dépisté Covid+, il va falloir l'adresser plutôt vers une filière dédiée Covid, comme dans tous les établissements de santé. Si en revanche il est Covid-, là vous pouvez organiser la prise en charge comme vous l'auriez fait dans votre service. Et bien sûr, le suivi en téléexpertise, téléconsultation, si le patient a été hospitalisé ou si vous l'avez vu en consultation. Donc cette fiche est à destination en théorie de tous les professionnels qui suivent des maladies chroniques, mais elle est bien sûr peut-être plus ciblée pour nous qui suivons des malades chroniques dénutris et que nous avons dans notre patientèle déjà.
Merci Ronan. Donc peut-être Francisca, si tu veux nous donner quelques messages clés sur je dirais, la prise en charge de l'insuffisance intestinale chronique dans le contexte de l'épidémie Covid. La fiche est en construction, donc je réaffiche pour l'instant uniquement le plan. Oui, désolée de ne pas vous présenter là une fiche détaillée, mais pour moi, il y a 3 éléments. Alors, c'est vrai qu'on est dans le cadre de maladies rares, mais tout n'est pas Covid en fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que les patients qui ont des maladies chroniques, des maladies rares, en fait, ils restent chez eux. Ils ont très peur en fait de l'infection. Et donc, ils ont tellement peur que même ils redoutent de venir à l'hôpital. Donc, il est important de poursuivre une surveillance, que ce soit des téléconsultations, de ne pas annuler les consultations, mais de les faire en téléconsultation pour continuer le suivi. Et lorsque les hôpitaux de jour ont été annulés, comme dans la majorité, je pense, des hôpitaux, transformer ces hôpitaux de jour de suivi en téléconsultation avec un médecin, un diététicien, éventuellement l'infirmier de coordination pour s'assurer que tout se passe bien au domicile. Le deuxième point, c'est que tout n'est pas Covid encore, et ces malades, ils peuvent faire une infection liée au cathéter central. Ils peuvent faire une complication métabolique parce que voilà, c'est une décompensation de grêle court ou de POAC. Donc, il faut vraiment qu'on ait des lits dédiés de prise en charge de nos complications habituelles. Et parce que dans certains hôpitaux, il y a des nombreux lits qui ont été supprimés. Donc, il faut que ces patients ils puissent être hospitalisés quelque part. Donc, il faut définir au sein de sa structure où ces patients vont être pris en charge en cas de complications non Covid. L'autre point, c'est que ces patients, donc c'est le dernier point, ils peuvent être Covid. Et ça veut dire qu'on va avoir des patients avec insuffisance intestinale, nutrition parentérale, et qui vont être Covid et qui vont avoir besoin d'être hospitalisés dans un circuit Covid. Et là, ça veut dire que ces patients, ils vont être hospitalisés dans une structure où personne ne sait gérer habituellement ces patients, les grêles courts, la nutrition parentérale. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir vraiment des protocoles bien ficelés, très simples, pour que la prise en charge elle se fasse correctement et qu'on ne retrouve pas un patient qui d'habitude a besoin de 5 litres de perfusion par jour, perfusé juste avec un garde-veine. Donc, il faut vraiment, pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a poursuivre le suivi des patients à domicile pour pouvoir les rassurer et montrer qu'on est toujours là. Organiser la filière de soins pour, s'ils font une complication hors Covid, malgré la fermeture de lit, et s'ils ont une complication liée au Covid et qu'ils sont hospitalisés dans une structure Covid, qu'on puisse continuer à les suivre, soit en ayant des protocoles très précis, soit en assurant le fait que le médecin ou la structure référente puisse assurer le suivi, y compris dans l'unité Covid. Merci Francisca pour ces commentaires et qui nous font donc une transition avec la fiche 18 qui va nous permettre de retrouver Stéphane pour les aspects donc plus prise en charge à domicile, cette fois-ci pour les malades non Covid. Hein, on l'a bien compris, il s'agit cette fois de n'oublier personne. Ok, merci Pierre. Alors, je vais essayer de résumer en quelques points saillants, puisque grâce à l'enquête nationale initiée par Dominique Lescu, on sait qu'il y a chaque année, enfants, adultes, entérales, parentérales, 50 000 patients en nutrition à domicile en France, ce qui est assez énorme. Donc, évidemment, il faut s'adapter. Alors, pour la petite histoire, en fait, on a commencé à travailler sur cette fiche il y a 1 mois maintenant au sein du comité de nutrition artificielle à domicile de la SFNCM. Et on s'est rendu compte qu'à chaque version, puisqu'en fait, ceci correspond à la version 3 de nos travaux, à chaque version, on changeait, on évoluait avec l'épidémie. Et en fait, ça a été la fiche est venue de la tension, de la rupture des stocks de masques et de solutions hydroalcooliques qu'on a observé à Paris au tout début de l'épidémie. Et heureusement, manifestement, ça va mieux de ce côté, ce qui nous permet d'être beaucoup plus exigeants maintenant sur les niveaux d'hygiène et d'asepsie à garder à domicile. Donc, l'idée, donc, on a donné quelques conseils spécifiques en entéral
à domicile, en parentéral à domicile. On voulait insister sur différents points. L'idée, c'est que le suivi est fondamental. Francisca le disait, on va se retrouver avec des catastrophes si on n'y fait pas attention. Je pense qu'il est temps. On a tous reculé sur le hors Covid et maintenant on doit être de nouveau très proactif. Les prestataires ne vont plus systématiquement à domicile, ils doivent se protéger. Ils peuvent le faire à votre demande et surtout ils doivent faire du télésuivi. Et nous aussi, on doit faire du télésuivi de manière régulière pour anticiper les problèmes, sachant qu'il y a des motifs, il y aura des motifs pour des consultations sur place et ça n'est pas non plus interdit. Attention au poids. J'ai fait une téléconsultation ce matin et j'ai vu le petit sourire en coin de patients avec troubles du comportement alimentaire qui me annonçaient des poids extrêmement favorables auxquels je n'avais aucune confiance. Donc, si le prestataire passe à domicile, demandez-lui de peser le malade, de le faire peser par l'infirmière et ainsi de suite. Il est possible, pour l'instant, il n'y a pas de rupture de stock sur les produits, mais il est possible qu'il y ait une rupture de stock aussi bien en entéral qu'en parentéral. Et donc, pensez potentiellement à remplacer un produit par un autre sur une équivalence énergétique puis protéique. Pour les quelques centaines de patients qui sont en poche parentéral selon la formule, il faut avoir d'ores et déjà prévu un remplacement en poche avec AMM et en apport hydroélectrolytique. Et le dernier message, donc c'était la fiche initiale qui était que faire en cas de manque de soluté hydroalcoolique et de masque. Pour les chats, en fait, l'alternative, et elle existe, elle est très connue, c'est les savons antiseptiques avec des lavages des mains un peu chirurgicaux. Pour les masques, autant le patient, on pourra concevoir ces masques de fortune, qu'on appelait de fortune et que maintenant on va appeler masque AFNOR, mais en tout cas, la personne qui branche le patient doit être, que ce soit milieu libéral ou un parent pour les enfants, doit avoir un masque chirurgical, voire même être habillé FFP2 en cas, ça c'est pour l'infirmière, en cas de patient contagieux. Voilà ce qu'on avait à dire sur les patients actuellement à domicile. Merci Stéphane. Et donc, les deux dernières fiches hors Covid sont un peu comme tout à l'heure, les deux dernières des patients Covid sont destinées à attirer l'attention des professionnels de santé sur un certain de spécificité chez l'enfant. Donc, il y a une fiche en cours de mise en forme concernant donc la dénutrition chez l'enfant qui a fait l'objet d'un travail collaboratif avec le groupe de gastropédiatrie français qui nous rappelle donc un certain nombre de spécificités de la dénutrition chez l'enfant, qui nous rappelle les nouveaux critères phénotypiques qui ont été définis dans la toute dernière édition fin 2019 des critères HAS de dénutrition de l'enfant. Donc c'est une occasion de se familiariser avec ces nouveaux critères. Également donc une section qui rappelle les besoins énergétiques en pédiatrie, auxquels bien sûr les médecins adultes ne sont pas très familiarisés. Il y a une rubrique qui nous rappelle que l'allaitement n'est pas contre-indiqué en l'état actuel des choses pendant la phase Covid. Et donc, vous pourrez trouver dans cette fiche un certain nombre d'indications pratiques pour continuer à avoir de bonnes pratiques dans le domaine de la nutrition entérale, le plus souvent par sonde nasogastrique, avec des précautions, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure pour l'adulte, je remonte un petit peu, il y a bien sûr des précautions particulières contact à prendre du fait du risque d'aérosolisation lors de la pose de sonde. Côté nutrition parentérale, il n'y a pas tellement de différence par rapport à d'habitude, si ce n'est évidemment l'environnement de protection maximale de la voie veineuse centrale dans ce contexte-là. Et puis, quand on est à domicile, c'est un petit peu la même idée, que ce soit un enfant ou un adulte, comme vient de vous le dire Stéphane. Il faut essayer de trouver des solutions pour maintenir un contact, maintenir une surveillance. Donc, cette fiche va être prochainement disponible dans sa version complète et mise en forme. Le dernier point sur lequel il me paraissait important de
d'attirer l'attention des professionnels de santé, c'est sur les populations vulnérables, parce qu'il ne faut oublier personne. Et donc, Jean-Claude Desport et quelques collègues ont travaillé sur effectivement les objectifs importants d'éviter des situations qui majoreraient les risques liés au virus et essayer de préserver la qualité de vie, de respecter les personnes. Donc, il y a un certain nombre de points qui sont d'ailleurs pas encore tout à fait finalisés, encore un petit peu en discussion. Vous voyez, vous avez le suivi des corrections en direct. Et donc, on est actuellement presque au bout de cette démarche collégiale pour essayer de proposer des choses raisonnables et utiles pour ces populations vulnérables. Donc, voilà un petit peu le tour d'horizon de ces fiches. Alors, je vais remettre ma caméra que j'avais enlevée pour économiser du débit, parce que vous avez bien compris que c'était compliqué au début de cette présentation d'arriver à passer les fiches dans un délai à peu près raisonnable, vu la sursaturation du réseau Internet actuellement. Donc, je vais me remettre juste sur la diapo de départ. Et avant d'ouvrir la session de questions-réponses qui va suivre, je voudrais à nouveau donc vous remercier de vous être inscrits très, très nombreux. Nous allons essayer de trouver une solution pour que le replay soit plus huilé que le direct. Mais vous voyez, les stress du direct, c'est comme à la télévision, sauf que ce sont des professionnels de la communication. Et nous sommes des professionnels de santé. Et je peux vous assurer qu'il y a eu un effort colossal de fait depuis vendredi dernier, puisque nous avons lancé la préparation de ces fiches vendredi dernier, donc il y a seulement 5 jours. Et donc, une centaine de collègues ont travaillé sur le premier jet, le troisième jet, le xème jet. D'autres ont relu, d'autres ont corrigé. Et voilà, nous sommes encore en train de colliger les dernières versions relues. Et je voudrais remercier également donc les chargés de projet et graphistes de l'agence Canoë qui ont travaillé en temps réel, qui ont fait l'impossible en mettant en forme une fiche 2 heures à peine après l'avoir reçue. Alors pour les miracles, comme on dit, il faut un petit délai. Je ne peux pas leur demander d'avoir déjà mis en forme les fiches qui ne sont pas encore tout à fait terminées, mais ça va venir. Je voudrais remercier également Nestlé Health Science qui s'est proposé pour soutenir les frais d'édition et de mise en page de ce travail, évidemment tout à fait indépendant et autonome de la SFLCM et qui nous permettra dans les tout prochains jours de mettre à votre disposition sur le site des outils pleinement finalisés dans la forme, même si le contenu est déjà maintenant à peu près stabilisé. Donc, je vais repasser la parole à Aurore qui va maintenant collecter, et qui a déjà certainement commencé à collecter vos questions. Et donc, à titre exceptionnel pour ce webinaire Covid, nous avons pu obtenir un créneau un peu plus long et donc nous allons pouvoir poursuivre la discussion encore un petit moment, jusqu'à 16h30, voire 17h si nécessaire, tant qu'il y aura des combattants sur le champ de bataille. Voilà, à vous, n'hésitez pas pour les questions, Aurore. Oui, alors merci beaucoup Pierre. Effectivement, beaucoup de questions qui sont arrivées. Je vous pose la première. Avec les quintes de toux, est-ce que la sonde nasogastrique ne risque pas d'être éjectée à plusieurs reprises? Alors, nous avons beaucoup discuté de cette question entre collègues. Il est clair qu'il peut y avoir une limite chez certains patients à la pratique de la nutrition entérale. Il y a beaucoup de faux problèmes. La sonde de nutrition n'empêche pas de respirer, elle ne fait pas faire de pause respiratoire, elle n'a pas d'incidence négative sur l'intubation en cas de besoin. Nous mettrons d'ailleurs sur le site une fiche d'une dizaine de questions-réponses sur cette thématique prochainement. Mais il faut bien reconnaître que chez certains patients qui sont extrêmement, qui ont une polypnée extrêmement sévère et qui toussent énormément, il faudra probablement être pragmatique et se rabattre sur d'autres approches telles que la nutrition parentérale, périphérique ou centrale. Voilà, il faut bien considérer que les avis, les recommandations générales s'arrêtent là où l'évaluation individuelle du bénéfice-risque commence. Très bien. Avez-vous statué sur la couverture énergétique à réaliser en réa? Non. Avez-vous statué sur la couverture des besoins énergétiques en réa? C'est ce que je montrais dans la diapo sur la réa. Donc le J4, donc l'objectif c'est d'atteindre une cible énergétique à J4 qui a été fixée à 25 kilocalories par kilo par jour, avec un poids donc de référence en kilogrammes qui est soit le poids actuel si le patient n'est pas obèse,
et qui devient le poids estimé à partir du poids ajusté, qui est le poids ajusté, pardon, pour prendre la référence, 25 kilocalories par kilo de poids ajusté par jour si le patient est obèse avec un IMC supérieur ou égal à 30. Voilà, cette cible étant à atteindre progressivement sur 4 jours avec une progression qui est indiquée dans la fiche réanimation. Et pour la cible protéique, c'est 1,3 g par kilo et par jour en prenant les mêmes poids de référence. Alors pour y arriver, on peut utiliser de préférence des solutés donc polymériques qui sont plus riches en protéines, qu'on appelle les solutés hyperprotidiques. Et la poudre de protéines, parce que je sais que c'est une question qui a été posée aussi, je crois qu'il ne faut pas le faire si on n'a pas l'habitude, mais pour les centres qui ont l'habitude d'utiliser cette méthode, elle est tout à fait adaptable aux patients Covid. Avec attention quand même chez le patient Covid à éviter les allées et venues dans le box, dans la chambre. Et ce qui est difficile, c'est de pouvoir combiner les soins au même moment. L'idée étant qu'un professionnel ou deux vont faire le soin et qu'ils n'aient pas à revenir 5 fois faire des allers-retours. Donc c'est ça qui est difficile à jongler. Donc il faut faire le plus simplement possible. Merci Ronan. Question? Une question pour le professeur Joly, c'est écrit. En réa, beaucoup de patients ont effectivement des troubles digestifs, type diarrhée, voire vomissement. Quels conseils ou médicaments? Non, moi, je ne fais pas de réa du tout, donc désolée. Ceux que je vois avec des troubles digestifs, c'est hors réa. Donc, pour le coup, on fait rien de particulier parce que souvent, ça passe tout seul. Faut quand même être sûr qu'il n'y ait pas autre chose parce que le Covid, ça a quand même… on a tendance à tout de suite tout mettre sur le dos du Covid, donc il faut quand même faire attention. Si le patient a eu des antibiotiques, s'assurer que c'est pas une infection à Clostridium. Si c'est un malade qui a déjà une maladie sous-jacente, est-ce que c'est pas la maladie sous-jacente qui parle? Mais en pratique, nous on fait pas grand-chose. On peut donner des traitements symptomatiques, mais vraiment là, moi je parle de patients non réa. Hein. Je parle de patients qui sont en salle. Donc je sais pas si Ronan, toi tu as vu des patients en réa avec des troubles digestifs. Alors, oui, effectivement, il y en a, mais je suis d'accord avec toi, Francisca, il ne faut pas faire différemment des patients habituels. Tout ce que tu as dit, c'est juste. Je pourrais ajouter une chose par rapport à la gastroparésie. Attention à l'utilisation des prokinétiques. Certains, notamment comme l'érythromycine, sont plutôt contre-indiqués chez les patients qui sont dans les essais thérapeutiques hydroxychloroquine ou éventuellement les patients qui sont traités hors essai. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup en réa à ma connaissance. Il peut y avoir un risque de trouble du rythme qui est augmenté. En revanche, la métoclopramide, donc le primpéran, peut lui être utilisé de manière assez sûre chez ces patients en cas de gastroparésie ou de vomissement sous nutrition entérale. Je complète un petit peu ce point sur les troubles digestifs par des données toutes récentes d'études chinoises sur le microbiote intestinal de ces patients affectés par le Covid. Il semblerait qu'il y ait vraiment une dysbiose importante et que probablement le tube digestif est un gîte viral et que donc un certain nombre de cas de diarrhée qu'on observe puisse être la conséquence assez directe de l'inflammation locale et de l'hypersécrétion induite par le virus lui-même, une sorte d'entéropathie, un petit peu comme on l'a vu à une certaine époque avec le VIH. On va passer à la question suivante. On essaiera d'avoir des réponses courtes, les amis, parce que je pense qu'il y a plein de questions. Alors, quelqu'un qui s'étonne que l'allaitement ne soit pas contre-indiqué en cas de Covid. Tout bêtement parce qu'on n'a pas décrit de l'expression virale dans le lait et que la voie digestive, alors on est censé, le risque potentiel d'une infection par voie digestive est surtout lié à la mastication, puisque le moment où l'aliment est dans la bouche, il peut y avoir un passage dans les voies respiratoires. Mais en tout cas, pour ce qui est d'allaitement, voilà, a priori, qu'il n'est certainement pas contre-indiqué. Outre les effets sur le microbiote, revenons à ce que disait Pierre. D'accord. Quel est selon vous le pourcentage de patients sortant de réanimation qui aura besoin de nutrition artificielle à domicile? Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais on est en train de commencer à collecter des évaluations à la sortie. Moi, je dirais 50%. Je ne sais pas qu'en pensent les autres. Je pense que c'est plus. Hein. Je pense qu'on n'est pas informé, mais moi,
je fais du télésuivi des malades en sortie de réa et je me rends compte qu'on les a laissés rentrer à moins 15 kilos sans aucun problème. Ouais, donc, je pense qu'on va avoir du travail dans les semaines qui viennent. Autre question? Alors, 2 questions sur les oméga 3. Les oméga 3 sont-ils déconseillés dans le cadre du syndrome de détresse respiratoire aiguë et pourquoi? Et l'enrichissement en oméga 3 a-t-il un intérêt au regard de l'orage cytokinique? Je prends. Donc, les oméga 3 ne sont pas contre-indiqués. Par contre, il n'y a pas d'indication, ce qui est un petit peu différent. Les études qui ont été faites avec les oméga 3 dans le SDRA, hors Covid, bien sûr, hein, puisqu'à l'époque, ce n'était pas la question, n'ont finalement pas démontré de bénéfice des solutions essentiellement de nutrition entérale enrichies en oméga 3. Pour ce qui est des oméga 3 par voie intraveineuse, dans le cas spécifique du SDRA, il est possible qu'il y ait un bénéfice, mais ça ne fait pas l'objet, à ma connaissance, d'une recommandation spécifique au SDRA. D'une manière générale, en réanimation, dans les situations d'agression, pour ce qui est de la nutrition parentérale, il y a une recommandation croissante de les utiliser. Mais là, on n'a pas de réponse précise dans le cadre du Covid. Donc, voilà, il n'y a pas de… on est laissé à ce qu'on peut connaître par analogie des autres situations de réanimation de SDRA. D'accord. Quid du patient, comment? Oui. Quid du patient pas encore intubé et sous MHC, nutrition parentérale ou pas, et hypercatabolisme majeur, patient contagieux et qui pourrait avoir besoin d'être rapidement intubé, nutrition parentérale ou pas? Francisca, peut-être? Franchement, je pense que vous avez un peu 2 typologies de patients. Vous avez des patients qui vont être très instables d'un point de vue respiratoire, où on se dit celui-là à tout moment il peut s'aggraver. Ce malade-là, l'entéral, ça va être très compliqué parce que en fait, on voit bien, ils sont à un moment donné, ils sont aux lunettes, puis après, ils sont au masque à haute concentration et ils sont à 4 litres, on passe à 10 litres. Ils toussent beaucoup. Ceux-là, en fait, on n'a même pas le temps de se poser la question de l'entéral. Et après, ils vont passer en réa, ils vont être pris en charge d'un point de vue nutritionnel en entéral, de manière… enfin, ça fait partie du traitement. Et puis, vous avez les patients qui vont pas être très symptomatiques, pas très instables, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester longtemps à l'hôpital avec un peu d'oxygène, mais ils sont pas forcément très polypnéiques et ils sont pas forcément très oxygénodépendants, mais ils restent là en fait parce qu'ils ont besoin de 2 litres, 3 litres. Et cela, je pense que vraiment, il faut faire très attention à pas passer à côté. S'ils ont besoin d'une nutrition artificielle, l'entéral, il faut vraiment essayer là à ce moment-là. Si évidemment les apports par voie orale sont pas suffisants. Et on a vraiment, pour moi, il y a 2 choses très différentes. C'est le malade instable et celui-là, on va faire comme on peut et peut-être avec une parentérale complémentaire, mais on va faire comme on peut et en espérant qu'il va passer le cap sans. Mais il faudra bien faire attention à ceux finalement qui sont stables, on n'est pas très inquiet, mais finalement on fait rien d'un point de vue nutritionnel. Merci. Question? Pour les patients d'oncologie qui ont eu le Covid, y aurait-il des recommandations de besoins énergétiques et protéiques à réadapter? J'aurais envie de dire que malheureusement, forcément, ils sont à double risque, hein, parce qu'ils ont déjà le risque de cachexie ou en tout cas de dénutrition de base de leur maladie cancéreuse, des traitements, etc. Et l'infection, comme toujours, augmente les dépenses énergétiques, a un effet anorexigène, peut laisser un sentiment de fatigue résiduelle assez longtemps. Donc, il faut, je dirais, redoubler de vigilance, maintenir une surveillance et ne pas hésiter à réintensifier la prise en charge nutritionnelle pour rattraper éventuellement le décrochage nutritionnel qu'il y a pu avoir à l'occasion de l'infection Covid, parce que ces patients sont sur un long chemin, un long parcours de soins, et il faut absolument éviter qu'il y ait une marche descendante sur l'état nutritionnel qu'ils auraient beaucoup de mal à rattraper. Ok. Comment éviter les fuites avec une sonde nasogastrique quand le patient a aussi un masque de VNI? Qui prend?
Oh, je peux bien prendre. Hein. Il y a, ça va être une fiche qui va être aussi disponible en même temps. Il y Oui. a en fait, il y a des masques en vente qui ont une encoche spécifique au passage de son. Déjà d'une chose, une chose, ça va jusqu'à 12 French de calibre, d'une part, et d'autre part, sinon, on peut acheter des petites cales qui coûtent moins de 50 centimes pièce et qu'on va passer en utilisant des masques avec des jupes assez larges. Et on va passer la sonde dans la cale et la cale sous la jupe en la recouvrant et c'est assez hermétique. Et on peut même avec certains pansements faire son bricolage, son MacGyver maison pour faire passer. Donc c'est faisable. Merci. Question? Alors, donc à la PHP, tous les hôpitaux n'ont pas la même politique sur la présence des diététiciens. Certains privilégient le télétravail, d'autres s'y refusent. Les prises en charge sont donc faites sans voir le patient, soit sans voir le patient, soit en utilisant le matériel de protection. Nous ne sommes pas considérés comme prioritaires. Quel est votre avis? Je prends. Très politique. Alors, effectivement, il semble qu'il y ait une grande hétérogénéité selon les établissements. J'ai eu pas mal de retours depuis la publication de nos avis d'experts de certains diététiciens et diététiciennes un peu désemparés, parce que ici ou là, il leur avait été dit, restez chez vous ou restez dans votre bureau et ne passez que des coups de téléphone. Dans d'autres services, d'autres établissements, elles continuent à être pleinement impliquées dans l'équipe soignante, bien sûr en limitant les gestes contact directs qui ne sont pas nécessaires. C'est un vrai problème. Je pense que là, il faudrait que le ministère de la Santé réaffirme très clairement que la prise en charge nutritionnelle n'est pas un bonus, c'est une mesure thérapeutique vitale et que les diététiciens professionnels de santé, professionnels de rééducation, doivent continuer à jouer leur rôle auprès des patients et des équipes, bien sûr en étant raisonnables dans les va-et-vient et prudents dans les va-et-vient qui ne seraient pas indispensables, mais je pense que faire uniquement de la télédiététique de patients graves ne paraît pas de la bonne façon d'envisager les soins modernes et qu'il faut que les diététiciens puissent travailler dans des conditions certes un peu difficiles, mais réellement valides sur le plan clinique, en lien avec les unités transversales de nutrition à chaque fois qu'elles existent et qu'on ne perde pas cette compétence. Merci. Les patients en ARDS auraient-ils intérêt à une nutrition trophique par rapport à une nutrition pleine? Alors, moi, j'ai envie de dire que c'est un point qui est un peu général en réanimation et qui est peut-être encore plus important, effectivement, dans le SDRA, parce qu'il y a quand même pas mal de littérature, en tout cas sur des modèles expérimentaux, qui laissent penser que la rupture de la barrière intestinale, la translocation bactérienne, le passage massif d'endotoxines, etc., d'origine digestive, précède finalement la décompensation respiratoire avec un mélange de microbiote au niveau alvéolaire. Donc tout ce qui peut contribuer à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale, la sécrétion d'IgA et autres mécanismes de défense muqueux est bienvenu et certainement maintenir au moins un peu quelque chose en termes de nutrition entérale est souhaitable. Je crois que de mes discussions fréquentes avec Fabienne Tamion, notre collègue réanimatrice ici à Rouen, qui malheureusement elle est retenue dans l'unité et n'a pas pu venir pour la séance de questions-réponses, souvent le pragmatisme l'emporte, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on peut, on va faire la meilleure nutrition entérale possible et il ne faut pas se voiler la face. On n'atteindra pas toujours, voire rarement, les objectifs caloriques uniquement en entéral et la nutrition mixte, voire à prédominance parentérale, pourrait être nécessaire. Mais à chaque fois qu'on peut maintenir quelque chose à visée trophique, effectivement, dans l'intestin, c'est mieux. Pour les patients Covid-19 en réanimation et sous alimentation entérale, l'utilisation du propofol, donc un anesthésiant avec une composition en huile de soja, en longue durée, augmente de façon significative les triglycérides. Avez-vous des solutions? Je crois qu'il faut, comme le dit souvent Mété Berger, il y a eu des travaux qui ont montré que le propofol, effectivement, est un apport en triglycérides à chaîne longue à base de soja. Donc, il faut en tenir compte dans la prescription de la nutrition. C'est-à-dire que si c'est un patient qui a besoin d'une nutrition parentérale, il faut adapter la nutrition parentérale et en particulier le contenu en lipides
l'émulsion lipidique de la nutrition parentérale au volume de triglycérides administrés par propofol. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut faire. Après, il n'y a pas lieu d'avoir une stratégie nutritionnelle différente en termes de entéral ou parentéral ou les deux ensemble à cause du propofol. Et considérer les apports en propofol dans les apports caloriques totaux. Est-il intéressant de donner un complément en vitamine C aux malades Covid? Ah, bonne question. À ma connaissance. Oui, on n'a pas de preuves, mais je dirais que beaucoup de services, notamment de réanimation, partent du principe que maintenir des défenses antioxydantes avec des apports suffisants de vitamine C est une bonne chose. Il y a eu des pratiques avec des doses de charge d'1 gramme par jour à une époque. Le bénéfice n'a jamais été vraiment démontré. Donc, il faut certainement éviter les carences, optimiser un peu les apports, mais des doses pharmacologiques de vitamine C pour tous ne sont pas validées. On commence à lire, et en particulier l'ESPEN est allé assez loin dans ses recommandations en disant A, C, D, E importants, avec des niveaux de preuve qui sont extrêmement bas. C'est toujours pareil, entre la couverture des besoins et des carences d'un côté et une supplémentation pharmacologique de l'autre qui, comme le dit Pierre, n'a pas lieu d'être. Moi, je pense qu'à partir du moment où le patient est en réanimation depuis au moins une semaine, il pourrait être légitime de faire des dosages plasmatiques de ces différentes vitamines et puis discuter la supplémentation au cas par cas en fonction des résultats. Ouais. Si on peut et si on a les résultats en moins de 10 jours. Question? Pensez-vous qu'il soit préférable de faire une NP ou une NE chez un patient à qui on augmente l'oxygénothérapie? Mettre une NE chez un patient avec 6 litres et notamment poser une sonde nasogastrique est peut-être compliqué. Quel est votre avis? Alors, on a beaucoup discuté ce point-là à l'occasion d'une réflexion sur un projet de recherche prospectif qui, j'espère, aura lieu avec des modalités pragmatiques. Le problème, c'est que plus on attend pour démarrer une nutrition entérale chez quelqu'un qui s'aggrave, plus ça risque d'être difficile de poser la sonde et de faire tolérer les volumes. Donc, probablement, si on doit la faire, il faut la faire tôt, parce que la pose de sonde, c'est comme pour les malades de réa, avant que la gastroparésie s'installe, etc., la technique de pose sera plus aisée et la tolérance initiale seront meilleures chez quelqu'un qui n'est pas encore trop dégradé. Après, clairement, on va recommander, ce sera marqué dans la fiche spécifique sur les modèles d'administration, on va recommander de l'administration continue avec un petit débit, une solution concentrée, de façon à avoir toujours le volume intragastrique le plus faible possible, ce qui est un facteur de meilleure tolérance et de meilleure efficacité. Et puis, c'est comme dans beaucoup de choses en médecine, il faut savoir changer le fusil d'épaule. Hein. Ce disait Francisca tout à l'heure, si le patient s'aggrave, que les besoins d'oxygène augmentent rapidement, c'est quand même un signe qui laisse craindre un besoin de passage en réanimation, d'intubation à assez court terme. Et dans ce cas-là, il faut savoir arrêter quelques heures la nutrition entérale, relayer dès que c'est nécessaire par de la parentérale si on voit que ça dure un peu, et préparer le malade pour une étape plus intensive de prise en charge. D'accord. Question? Alors, si les CNO sont refusés, faut-il passer à l'alimentation entérale? Il y a beaucoup de réticence à l'alimentation entérale. Stéphane, peut-être, c'est particulièrement vrai, peut-être, j'ai rien fait. C'est la question éternelle, c'est-à-dire qu'évidemment, l'acceptabilité de l'entéral, elle est inférieure à celle de la parentérale et des compléments. Après, c'est la difficulté, parce que comme l'a bien dit Francisca, les personnes qui proposent le traitement ne sont absolument pas habituées à ce type de traitement-là, donc n'ont pas forcément tous les arguments, mais c'est pour ça qu'à distance, on doit être là pour les aider, aussi par la fourniture de fils, parce qu'on est dans le... il faut concevoir que c'est un traitement médical, que c'est pas un traitement de confort, c'est un traitement médical, il faut être capable d'expliquer l'intérêt aux patients. Alors, vous retrouverez quelques éléments. Vas-y, Francisca. Je voulais faire un commentaire, en fait. Dans la vie réelle, ces malades, on est vraiment dans une situation le plus souvent très aiguë. Et donc, on peut espérer que ça dure pas longtemps. Et des fois, c'est vrai qu'on voit que la durée moyenne de séjour dans ces unités Covid, elle peut être extrêmement courte
puisqu'on fait sortir parfois les malades avec l'oxygène à domicile. Et je pense que le suivi va être essentiel parce que peut-être que on peut se donner un peu de temps avant de dire oui, ce malade, il n'arrive pas à prendre les compléments nutritionnels oraux, mais au début, ils sont épuisés en fait par le virus lui-même, mais ça va se résoudre relativement vite. Ça dépend des personnes. Et en fait, faut pas louper le coche de ceux pour qui, en fait, finalement, cette anorexie est dure. Surtout chez les personnes âgées, on peut pas se permettre ça. Donc moi, enfin. Le fait de ne pas prendre les compléments nutritionnels oraux les premiers jours, mais on va voir comment ça évolue. Et donc, c'est pour ça que les diététiciens et les diététiciennes sont très importantes, aussi bien à l'hôpital qu'en télésuivi, parce que quand ils sortent, il faut encore les suivre pour voir si, quel est justement leur niveau d'ingestat au domicile. Parce que c'est peut-être là, en fait, qu'il faut qu'ils prennent les compléments nutritionnels oraux. Oui, puis on peut discuter peut-être à la phase très aiguë, peut-être une semaine d'entéral, le temps que ça passe, et ensuite relayer oralement. Enfin, je crois qu'il faut utiliser toutes les options. Oui, bien sûr. Question, Aurore? Pourquoi une nutrition parentérale post-trachéo? Je n'ai pas entendu. Ah oui, c'est pour moi, c'est dans les recos, voilà. Effectivement, ça c'est vrai que c'est une question qui remonte souvent, c'est effectivement les SPEN qui se positionnent là-dessus. C'est par rapport au risque de régurgitation et de vomissement en nutrition entérale qui peut être augmenté chez ces patients et plus à risque d'inhalation. Et donc, si le problème est important, il ne faut pas s'obstiner à une nutrition entérale ou laisser une nutrition entérale hypocalorique qui sous-nourrit le patient et souvent mettre en place une nutrition parentérale complémentaire ou exclusive. C'est une recommandation de l'ESPEN, mais qui a un niveau de preuve faible. Il n'y a jamais eu d'études bien faites dans ce contexte. Donc, c'est vraiment à examiner au cas par cas. Et encore une question pour toi. Donc, professeur Thibault, patient en réanimation sous oxygénothérapie à haut débit, nutrition orale ou par sonde nasogastrique autorisée? Point d'interrogation. Alors là, on parle de patients non intubés, c'est ça? J'imagine. Ouais, donc c'est vrai que c'est un débat, notamment on a discuté avec Vincent Frépon. Il peut y avoir des patients effectivement qui sont à 2 doigts d'être intubés ou chez qui on leur donne tellement une oxygénothérapie au débit qu'on se dit ce patient, on va certainement l'intuber dans les heures qui viennent. Et le risque, c'est de laisser ce patient se dénutrir en se disant on va peut-être l'intuber et puis les heures avancent et finalement il n'est pas nourri. Alors, par exemple, donc là je parle au nom de Vincent Frépon peut-être, mais il m'avait partagé son expérience en disant que chez ces patients, on pouvait quand même tenter de les nourrir par le tube digestif et que si jamais on devait les intuber, on aspire avant le contenu gastrique par une sonde nasogastrique et on fait l'intubation. Mais sous-nourrir ou mettre à jeun les patients en se disant on va peut-être les intuber, c'est probablement pas une bonne stratégie. Mais là encore, il n'y a pas de niveau de preuve est faible, c'est un avis d'expert. J'ai eu l'occasion aussi, pour compléter, de discuter ce point avec Christophe Pison, notre collègue pneumologue de Grenoble, qui est très investi en nutrition et qui a regardé un petit peu aussi ce point. Donc, en fait, il y a un papier de 2019 qui a repris un certain nombre de points de débat, fact or fiction, comme on dit dans le domaine, et typiquement la peur qu'ont un certain nombre de collègues, infectiologues, réanimateurs, pneumologues, qu'il y ait plus de risques d'inhalation lors de l'intubation chez quelqu'un qui est nourri en entéral par rapport à quelqu'un qui n'est pas nourri en entéral semble finalement ne pas être supporté par l'épreuve. Il y a beaucoup d'appréhension. Après, il faut rester au cas par cas. Il y a des patients à plus haut risque que d'autres. Mais voilà, comme tu disais bien, ce n'est pas une raison pour les laisser à jeun pendant 3 jours parce qu'on peut-être on va les intuber dans 3 heures. Est-ce que la pose de la sonde nasogastrique peut favoriser la gêne respiratoire du patient? Est-ce que la toux peut être une contre-indication à la pose d'une SNG? Alors, la toux, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc la toux intense peut être une vraie gêne et expose un peu plus le soignant, donc il faut d'autant plus qu'il se protège. Par contre, l'oxygénothérapie ne pose pas de problème puisqu'on peut très bien mettre une sonde de nutrition et avoir des lunettes à oxygène. Voilà, donc non, il n'y a pas de... Donne-t-on du glutathion en réa ou un précurseur pour éviter les excès de l'inflammation? Ah, Pierre, le glutathion, ça rejoint la glutamine un peu.
Oui, j'ai pas entendu la fin de la question. Pour optimiser les défenses antioxydantes. Oui. Quelle était la fin de la question, Aurore? Pour éviter les excès d'inflammation au niveau pulmonaire. Ah, les excès d'inflammation. Alors, clairement, on sait bien qu'on a tous besoin de glutathion pour que nos enzymes antioxydantes fonctionnent. Les peroxydases sont dépendantes du sélénium et de la cystéine, etc. Là, dans le cas particulier du SDRA, il y a eu quelques études il y a quelques années de supplémentation en précurseur de glutathion, donc en l'occurrence en N-acétylcystéine, parce que c'est le seul qui soit vraiment disponible. Il y a eu quelques essais aussi sur des modèles expérimentaux avec de la glutamine qui, par le biais du glutamate, contribue aussi à la synthèse de glutathion. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'évidence ni de recommandation de supplémenter systématiquement en N-acétylcystéine ces patients, sauf à ce qu'ils aient d'autres raisons d'avoir de la N-acétylcystéine. Bien sûr, si jamais ils ont une cytolyse hépatique majeure ou d'autres circonstances. Alors, il y a deux questions qui se recoupent un petit peu sur le séjour en SSR. D'après ce qui a été observé dans le Grand Est ou la région parisienne, quel pourcentage de patients passent par un SSR avant de revenir à domicile et combien de temps y passent-ils? Écoutez, je pense que pour l'instant, on n'en sait rien. Nous, ici à Rouen, donc, qui sommes décalés clairement pratiquement d'un mois par rapport à nos pauvres collègues d'Alsace, on commence à voir un certain nombre de patients qui sortent d'hospitalisation. Certains vont en unité post-Covid et certains iront en SSR. Et étant responsable d'unité de SSR nutrition, c'est un sujet que je guette avec beaucoup d'attention parce qu'on aimerait bien avoir une idée du flux de patients pour s'organiser en conséquence. C'est pour ça qu'on a fait cette fiche F12 de surveillance à distance, de réévaluer des J10, parce qu'il peut y avoir des patients qui sont rentrés chez eux, qu'il faudra reprendre en SSR, et d'autres qui sont en unité post-Covid qu'il va falloir faire passer par le SSR. Un de mes collègues de Nancy m'a signalé une situation un peu paradoxale, qui serait que certains instituts de rééducation seraient réticents à prendre des patients dénutris. J'avoue que j'ai été un petit peu étonné parce que par définition, on aura beaucoup de patients dénutris et qui ont besoin de rééducation. Donc, il faut que tout le monde se sente capable de gérer une nutrition intégrale, une alimentation enrichie. Ça doit faire partie des compétences dans toute unité de SSR. Alors, pour répondre pour Paris, juste Aurore, pour répondre pour Paris, en fait, la situation, elle dépend du débordement ou pas de l'hôpital, en fait. Parce que il va y avoir des personnes qu'on va mettre en SSR parce qu'ils sont encore un peu instables pour le domicile et qu'en fait, il faut faire de la place à l'hôpital. Donc, ça veut dire que c'est des SSR qui acceptent de prendre les malades Covid. Donc, après, il y a les malades qui, parce qu'ils sont restés longtemps à l'hôpital, parce qu'ils ont fait de la réanimation, vont vraiment avoir besoin d'un soin finalement de réadaptation, rééducation, et qui sont pas forcément instables et qui sont peut-être même Covid moins, parce que ça fait longtemps qu'ils ont été infectés. Et donc, ce flux de patients, il risque d'arriver maintenant, c'est-à-dire c'est les post-réa. Donc, il y a un peu deux typologies de patients. Il y a les malades très aigus où, en fait, on veut libérer l'hôpital parce qu'on n'a pas de lit. Et ceux-là, ils vont pas forcément rester longtemps dans la SSR. Et donc, ça, c'est un flux qui dépend du débordement ou pas de l'hôpital. Et il y a le flux qui va arriver après, qui est le post-réa, où là, on peut estimer que sur les survivants, quand même, un très grand nombre aura sûrement besoin de justement d'une prise en charge globale et notamment nutritionnelle. Et je pense qu'on sollicitera beaucoup les membres de la communauté de la nutrition clinique dans les prochaines semaines, justement, pour répondre présent à ces sollicitations, que ce soit en SSR, en consultation, en hôpital de jour. Ces patients vont avoir besoin vraiment qu'on leur tende la main pour l'après. Alors, il y a une personne qui soulève une problématique de matériel. Il n'y a pas assez de pompes de nutrition. Passage de la nutrition entérale sans pompe à la molette. Avez-vous des solutions? Alors, là, c'est quelque chose… On y réfléchit parce que ça nous a été rapporté. C'est des histoires de flux. Déjà, on a eu des propositions.
On a sensibilisé nos collègues à l'achat de régulateurs parce que la demande est mondiale et on a eu des aides de ce côté-là. Donc, il y a du nouveau matériel. Ensuite, c'est évident que fermant beaucoup de lits dans les hôpitaux pour créer des unités Covid et pour libérer du personnel, on a arrêté un certain nombre, enfin, il y a un certain nombre de pompes qui se sont trouvées disponibles, là aussi, qui sont allées vers les réa. Et après, il faut noter que dans beaucoup d'endroits, nos partenaires prestataires de soins nous ont prêté des pompes, ce qui là aussi a permis d'aller dans les services. La question, et Francisca faisait référence au flux, c'est très important, les flux changent. Mais aujourd'hui, on a ces unités post-réa, post-Covid, grossissent en même temps, mais les réa ne fait pas. Donc le besoin est important, il va falloir des régulateurs en plus. Alors effectivement, on peut être amené à se poser la question de débuter des nutritions entérales par gravité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît pour certains être un scandale, tellement on y est habitué, mais il ne faut pas oublier que jusqu'à il y a une dizaine d'années, le remboursement de la nutrition entérale à domicile se faisait, les pompes n'étaient que chez l'enfant, par exemple. Donc, chez des personnes plutôt jeunes, sans trouble de la conscience, qui sont des personnes à faible risque d'inhalation, on peut être amené à utiliser, à ne pas utiliser de pompe, voire même à tenter de l'enlever. Idéalement en hôpital surveillé, mais aussi potentiellement à domicile pour des malades extrêmement stables. Et je pense à des personnes avec des cancers ORL qui se font 3 fois 500 par jour à toute berzingue. Eux, ils peuvent le faire à la molette et ils n'ont pas besoin obligatoirement de pompe. Alors, pour compléter, j'ai appris il y a 2 jours que donc la Direction générale de la santé avait préempté, avait sollicité un lot de 7000 pompes de nutrition entérale qu'elle met à la disposition des ARS qui sont en train de redescendre vers les établissements hospitaliers pour leur demander s'ils ont des besoins de renforcement de leur parc de pompes. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à solliciter l'ARS de votre région. Si jamais vous êtes un petit peu ric-rac, demandez éventuellement des prêts aux prestataires et sinon l'ARS peut sans doute faire quelque chose. Question ? Moi, je voulais juste faire un commentaire par rapport aux moyens. Il y a beaucoup de choses qu'on décide de faire par manque de matériel. Il faut considérer que ce sont des procédures dégradées. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de matériel, il ne faudra pas le faire demain. Donc, c'est très important de protocoler même ces procédures dégradées. C'est-à-dire, comme disait Stéphane, oui, en cas de, dans quelle situation on l'utilise. Parce que sinon, ça va rester. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de masque X que, ok, on sait qu'on n'a pas le choix, mais c'est une procédure dégradée. Et toute notre réflexion, elle est comme ça. Et toujours revenir après à ce qui doit être fait dans le meilleur des contextes. Merci. Alors, question, on arrive Aurore un peu au bout des questions. Quelle est la part de la... Je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais quelle est la part de la dénutrition dans les décès dus au Covid-19 ? Écoutez, on ne sait pas trop pour l'instant parce que les études chinoises sont très rudimentaires sur le plan de la description de l'état nutritionnel des patients. Il y a quand même une étude qui montre très clairement une valeur pronostique négative de l'hypoalbuminémie avec, bon, voilà, les limites qu'on connaît dans l'interprétation, mais c'est quand même un indicateur très robuste de risque en lien avec la dénutrition. Et puis, après, il y a ce débat actuel sur le fait que les formes graves semblent survenir plus chez les patients obèses. La difficulté, c'est qu'on n'a que l'IMC. Or, il est probable qu'entre un patient qui a 33 d'IMC, qui a 30 ans, pas de comorbidité, pas de diabète, pas d'insulinorésistance, et un autre qui en a 65 ans, grade 3, avec une insulinorésistance, une sarcopénie, etc., c'est pas du tout les mêmes obèses et que probablement la dénutrition sous-jacente à l'obésité au travers de la sarcopénie est probablement un facteur confondant par rapport aux données épidémiologiques actuelles. On aimerait bien en savoir un petit peu plus dans les prochaines semaines, donc il faut qu'on essaie de trouver des astuces pour évaluer l'état nutritionnel des patients au début et voir s'il y a des marqueurs pronostiques qui sont liés effectivement à la dénutrition. Nous, on en est convaincus parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent
pour l'infection à Covid de plein d'autres situations d'agression métabolique sévère. Dans toutes les situations, la dénutrition est un facteur de mauvais pronostic. Je serais très étonné que quiconque montre que le fait d'être dénutri protège contre la gravité du Covid. Ok. Autre question, Aurore? Alors, il reste deux questions. Donc, allez, on termine. Et après, on va aller prendre le goûter parce que c'est fatigant. Ça. Quelle technique pour la pose d'une sonde transpylorique? Et est-ce qu'il y a aussi un intérêt à mesurer les résidus gastriques? Allez, Ronan, vas-y. Alors, résidus gastriques, non. Alors, c'était très intéressant. Stéphane connaît bien aussi cette vidéo là, qui est sur YouTube de l'ASPEN et de la Société américaine de soins intensifs, qui dit que la mesure des résidus gastriques pourrait être une procédure à risque d'aérosolisation et donc à risque de transmission du virus. Alors, vous le savez, il y a une étude française pilotée par Jean Régnier, qui est maintenant à Nantes, qui avait clairement montré que la mesure des résidus gastriques hors Covid et en réa classique n'était pas utile. Le fait de ne pas mesurer les volumes résiduels gastriques n'augmentait pas le risque de pneumonie associé au ventilateur. Donc, je crois qu'il ne faut pas le faire. Si vous êtes une réa qui a l'habitude de le faire, il faut en tout cas le faire dans les conditions de se protéger de la transmission du virus, comme on le ferait en cas d'aérosolisation. Et puis l'autre point, pardon Aurore, c'était quoi l'autre question? Le post pylorique. Ah oui, le post pylorique, de la même façon, la pose d'une sonde par voie post pylorique nécessite une procédure qui est longue, qui peut nécessiter une endoscopie. Et clairement, il y a Allô? Ah, on a perdu Ronan. Oui, plus de son. On attend de retrouver Ronan. Alors voilà. Non, sinon, pour compléter ce que dit Ronan, qu'on n'entend plus, si on regarde les procédures, la procédure radiologique et endoscopique sont là aussi des procédures à risque, à la limite, mais c'est purement un avis personnel. Hein, la sonde à extrémité en queue de cochon, une sonde de benchmark qu'on place au lit, paraîtrait être la solution la plus raisonnable. Hein, tu es d'accord, Pierre? Ah oui, tout à fait. Nous, on a une grosse expérience dans un cadre complètement différent avec la sonde de benchmark, donc avec l'extrémité hélicoïdale qui la maintient et qui l'aide à franchir le pylore et à y rester après de l'autre côté, dans les gastroparésies liées aux troubles du comportement alimentaire. Et ça vraiment transforme certaines prises en charge où on butait vraiment sur l'incapacité de vidange de l'estomac. Donc, bon, là, c'est très empirique, mais je pense si on est en difficulté avec une gastroparésie dans le contexte Covid, je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer la benchmark, d'autant plus qu'elle est très simple à poser, même sans prokinétique, à la limite, elle n'est pas obligée de mettre de l'érythromycine, on peut mettre du printéran de toute façon, et on fait un contrôle radio le lendemain, et hop. Hein, donc là, pour le coup, c'est une manœuvre qui n'est pas plus compliquée qu'une sonde nasogastrique standard. Ok, et pour terminer, des essais cliniques sont-ils initiés sur la nutrition en réanimation du patient Covid-19 grave? Alors, à ma connaissance, non pas en nutrition. Bon, il y a, vous savez, les études sur l'hydroxychloroquine et les autres traitements antiviraux, mais peut-être Pierre, tu veux dire un mot sur l'étude clinique hors réa, mais à ma connaissance, en réa, il n'y a pas d'études propres en route. Alors effectivement, il y a une effervescence sur la recherche clinique et c'est bien naturel dans le cas de l'épidémie Covid. Pour ce qui est de la nutrition, moi j'ai connaissance pour l'instant de 2 projets. Le projet que nous avons monté avec une quinzaine de CHU et qui va donc être porté par Ronan comme investigateur principal, le CHU de Rennes, et qu'on a soumis au PHRC national, qui est une étude pragmatique d'intervention nutritionnelle précoce hors réa. Hein. Hors réa versus, on fait ce qu'on peut sur le plan oral. Et puis, nos collègues de Grenoble ont commencé à préparer un essai intéressant de suivi de l'évolution nutritionnelle des patients. Et puis, il y a d'autres projets qui circulent, qui sont en cours d'élaboration. Il faut reconnaître qu'il y a des opportunités, puisqu'il y a des appels d'offres spécifiques de l'ANR, PHRC l'a fermé, mais les appels d'offres interrégionaux pour un certain nombre mettent une thématique Covid. Je crois qu'il y a la Fondation de la recherche médicale, il y a
le président de la République vient de mettre en place le groupe CARE qui vient en renfort, si on peut dire, de reacting au niveau de l'INSERM pour essayer d'accélérer l'identification de projets de recherche et de favoriser leur démarrage rapide. Donc, je pense qu'il ne faut pas se priver, effectivement, si les uns ou les autres ont des idées, de les structurer rapidement. Et je pense que la SFNCM est là aussi pour vous aider à trouver des partenaires, à améliorer la méthode et puis à essayer de faire passer le message devant les comités de recherche que améliorer la nutrition, qui est déjà un soin de base, c'est un élément aussi important de soutenir l'hôte que de lutter contre le virus lui-même. On voit bien que c'est un message qui n'est pas encore complètement simple à faire passer ici ou là. Mais voilà, là, il y a un enjeu multimodal aussi pour ce type de patient et on a tout notre rôle à jouer. Je vais peut-être profiter de cet envolée lyrique pour arriver à la conclusion de ce webinaire, puisqu'on a épuisé les questions de court terme. Bien sûr, je vous rappelle, comme je l'avais dit en introduction, qu'il sera toujours possible de poser des questions par le site, par contact@sfncm.org. Tous les jours, nous en recevons depuis la publication des avis d'experts il y a 15 jours. Nous essaierons de les dispatcher aux personnes les plus compétentes dans chaque domaine. Et puis, on va faire notre maximum pour que les fiches pratiques qu'on a passées en revue, pour certaines survolées aujourd'hui, soient finalisées dans les tout prochains jours. Je voudrais remercier à nouveau la centaine de collègues qui s'est mobilisée malgré une charge de travail écrasante actuellement pour rédiger ces fiches, pour les relire, pour les faire circuler de façon à ce qu'on arrive à un niveau de consensus, de collégialité qui leur donne une valeur particulière. Ce n'est pas seulement l'avis de monsieur ou madame Intel, c'est vraiment une sorte de consensus interne avec les ressources que l'on a. Et donc, on va continuer à travailler dans les prochains jours pour leur mise en forme. Et dès qu'elles seront disponibles sur le site, nous informerons tous les participants du webinaire en direct et tous les participants du replay. On va essayer de trouver une solution technique pour que le replay soit un peu protégé des difficultés de connexion qu'on a eues au début de la séance. On vous remercie de votre compréhension par rapport à ces difficultés techniques. Je crois que tous les réseaux Internet sont très chargés et on n'est pas dans des… Là aussi, il y a des protocoles dégradés, comme disait Franziska tout à l'heure. Et nul doute que pour le prochain webinaire de la SFNCM, sur la fin du mois d'avril, nous serons dans des conditions techniques optimales. Sur ce, on vous souhaite beaucoup de courage pour faire face à cette situation difficile. Bon courage à vos proches s'ils sont affectés par la maladie, à vos collègues et surtout, continuons ensemble à nous mobiliser pour mieux nourrir l'homme malade. Bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.